La Belgique, on le sait, a une longue histoire polaire. Elle a débuté en fait avec l'expédition d'Adrien de Gerlache à la fin du 19e siècle. Deux jeunes bruxellois s'apprêtent à reprendre le flambeau vers le Groenland. Un triathlon atypique, unique en son genre, qui va combiner une traversée de 600 km à ski le long du cercle polaire arctique, de 1000 km en kayak de mer et de 1 km vertical d'escalade pour ouvrir une voie en terrain d'aventure. C'est donc une expédition de l'extrême dont les deux buts avérés sont effectivement le sport d'une part et l'aspect scientifique d'autre part. Les explorateurs ici, ils ont un rôle majeur pour la science parce que ce sont des zones tellement difficiles d'accès que mener des expéditions scientifiques dans ces régions, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ils ont un rôle de pionnier, en fait, vraiment de collecter des données dans des régions où on n'a pas d'informations. On leur a demandé beaucoup, une fois la journée terminée, de faire des expériences scientifiques. Est-ce qu'ils se mettent en danger? Est-ce qu'il y a un risque? Oui, on l'a pensé dès le départ. « 80% du pays est recouvert par de la glace. On appelle ça un inland sea. Il y en a deux au monde. Il y a celui de l'Antarctique, qui est évidemment le plus grand, et puis il y a celui du Groenland. Je crois que cette expérience va changer notre vie. Assez rapidement, les températures très froides, des moins 30, des moins 40 degrés, voilà, vont nous tomber dessus. L'Inland Sea, oui, c'est le froid où j'appréhende un peu parce que je ne l'ai jamais vécu. Vu qu'on s'est bien entraîné, vu qu'on sait ce qu'il faut faire en cas de, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. On a 5 mois d'aventure là devant nous, de dingue. Ça va le faire. Ouais. Ça va être bon. Allez. Allez, bon. Pour la traversée de la calotte glaciaire de Groenland, on va commencer par le plus difficile, un champ de crevasses en fait. Et donc il va falloir être très vigilant d'emblée. Ça va commencer fort. Cette expé-là, on ne peut pas la réussir tout seul, on va la réussir à deux, donc il faut le positif des deux. Et je pense que c'est cette alchimie qui va faire que l'expé va être une réussite. Je vais aller checker par là-bas si ça passe avec les poulkas. Ouais. Je crois que ça va se calmer un petit peu sur la gauche là pour pouvoir descendre tranquillement, mais là il y a un petit passage tricky. Ouais, regarde la descente si ça va, mais on va le faire à deux peut-être pas. Juste un petit truc et puis ouais, je crois qu'on on passe à deux avec les poulkas. Ça marche. Tranquille. J'arrive. Depuis Adrien de Gerlache, c'est vrai que la Belgique a une histoire polaire importante. Après Adrien de Gerlache, il y a eu justement Alain Hubert d'Iccidensko. Et c'est clair que ça me plairait de pouvoir être un petit peu la relève pour tous ces gens absolument fascinants, les explorateurs polaires belges. Aujourd'hui, le rôle d'un explorateur, c'est plus vraiment d'aller conquérir les terres, c'est plutôt de conquérir les cœurs. Et c'est aussi de se rendre utile d'une manière différente. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Nathan, via la science justement. Je suis pas là que pour moi, je suis là aussi pour un objectif qui me dépasse, essayer de contribuer à ma petite manière à une meilleure compréhension de l'environnement, du climat, etc. Ouais, Gilou? Yes. Yeah, alors, comment? On voit, il y a une petite rampe qui descend tranquillement vers la gauche. Par contre, il y a deux petits passages avec des corniches. Donc, on va le faire à deux. On va faire poulka par poulka à deux. Ouais, ça va. Let's go. Pas trop vite au début. Vas-y, passe devant. Attends.
Ok. Nickel. On est bon? Ouais, bah y a plus qu'à faire la tienne. On va chercher l'autre? Ouais. C'est parti. Pour moi, cette expédition, c'est un challenge sportif de base et puis aussi pour la découverte, pour voir où sont mes limites. Et ouais, se dépasser. Dans la vie de tous les jours, tout est calculé, maîtrisé. Et si vraiment rien n'est laissé au hasard, mais alors où est le fun? Je pense qu'il n'y a plus de fun. Et donc voilà, je crois que c'était vraiment pour ça que je voulais faire une vraie grosse expédition. Je propose qu'on aille prendre un petit point de vue pour aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est. T'as quoi comme coordonnées du coup là? 6708 nord et je suis en ouest 4957. 57, oh, on est à peu près là, du coup. Bah, en fait, sur cette carte-ci, on n'est pas très loin du waypoint de Dixie. Du waypoint de Dixie. Ouais. Mais on a eu de la chance, hein. Il était bien sympa, Dixie, de nous donner ces points-là, parce que ça nous a bien sauvés au niveau du temps, puis niveau sécurité aussi, quoi. C'est le parcours qu'il a fait, bien safe. C'est marrant parce que, à la base, moi, je l'avais contacté pour être... pour pouvoir rentrer un petit peu dans son système de guide polaire. Puis je lui avais demandé, franchement, voilà, est-ce que y a moyen de commencer à apprendre avec toi et puis à commencer à guider des voyages comme ça? Et quoi, il t'a dit quoi? Il a dit qu'il était chaud? Ben, il a montré de l'intérêt. Clairement, il m'a fait entendre, ou en tout cas c'est ce que j'en ai compris, qu'il me manquait encore de l'expérience de terrain. Et c'est là qu'il trouvait que Nalok était intéressant et c'est là qu'on restait en contact. Il disait que toute son entreprise reposait trop sur son nom et que petit à petit, il fallait qu'il s'entoure d'autres guides et qu'il forme d'autres guides, etc. Et que c'était tout match. Donc c'était le bon moment, quoi. Ouais. C'est quand même bizarre de voir sur la carte Waypoint Dixie, en sachant ce qui lui est arrivé l'été passé. C'était l'un des plus grands explorateurs belges d'Ixie Dancercourt. Il était encore en expédition et au Groenland. Il est décédé, il est tombé dans une crevasse alors qu'il traversait un pont de neige. Son partenaire canadien a réussi à alerter les secours, mais en vain. À 58 ans, il était resté un sportif de l'extrême. C'est fou, hein, parce que quand on l'avait rencontré, tu te souviens les premières mises en garde qu'il nous avait données, genre, ok, on lui avait demandé pour être parrain de l'expédition, et puis directement, il nous avait dit, bah, on peut en parler, mais moi, je veux pas être parrain d'une expédition avec deux têtes brûlées qui font n'importe quoi. Et c'était un gars prudent, quoi. Et donc, tu te dis, quand un gars comme ça se plante, ça remet quand même en question les choix que tu fais. Et... ouais, le risque est quand même omniprésent, quoi, du coup. Le décès de Dixie Dancercourt a été un gros choc. Quand quelqu'un comme ça tombe dans une crevasse et meurt, ben c'est sûr que ça pose des questions. C'est le pionnier avec Alain Hubert, c'est vraiment les deux qui ont commencé ça et qui ont fait que la Belgique est très reconnue dans les expéditions polaires. Tu dis clairement que voilà, c'est un milieu hostile, c'est un milieu où il faut vraiment faire attention et je pense que ça nous... En tout cas, à moi, ça m'a fait une petite piqûre de rappel pour dire, bah, attention, quoi.
Ouais, Dame, ok, bon. une bonne crevasse là. Ouais. Là aussi derrière nous. Bah, on va être obligé de D'aller par là, hein. passer par là et essayer de bien contourner. J'espère que là-bas, il n'y a rien. Semble mieux. Puis on a l'impression que Ça s'aplatit là on un peut peu. traverser à gauche. Hein. Puis Demain, ça il s'aplatit faudra un peu. vraiment piquer légèrement vers le nord. Quoi. Ouais, ce sera encore une dure journée. La Belgique est un petit pays qui, pour sa petite taille, fait énormément de choses. Et c'est chouette de pouvoir le reconnaître. La station Princesse Elisabeth en Antarctique en est un exemple absolument génial. Alain Hubert a permis la construction de cette première station zéro émission en Antarctique, au monde, et c'est la petite Belgique qui l'a fait, quoi. Et ici, grâce à Nanoc et grâce à des universités, on fait des premières mondiales, semblerait-il, selon les scientifiques. Et je crois que ça apporte quelque chose à la Belgique de se dire, voilà, ce petit pays, on peut faire de belles choses, quoi. Gilles m'a contacté pour me présenter son projet Nanoc et il me demandait des expériences scientifiques à faire pendant leur expédition parce qu'il voulait vraiment donner un sens à leur expédition, pas juste avoir quelque chose de sportif, mais aussi avoir un aspect scientifique. Alors pour le RB, on leur a installé un récepteur GNSS et donc ce récepteur et cette antenne ont été installés sur leur Pulka pendant leur traversée du Groenland afin de mesurer l'élévation de la calotte polaire du Groenland. Donc de mesurer ça avec une précision de l'ordre de quelques centimètres, voire quelques millimètres. Actuellement, toutes les études de la calotte se font par données satellitaires, mais on a besoin de calibrer ces données avec des données au sol. Et donc c'est très rare d'avoir des données au sol. Et là, c'était vraiment l'occasion d'avoir ce genre de profil qui permet de valider et de calibrer aussi en fait, les modèles satellitaires. L'Arctique, ça représente à peu près 5000 ans de consommation d'eau potable. Cette quantité de glace représente 5000 ans de consommation d'eau douce pour l'être humain. Donc c'est quelque chose d'assez important et qu'il faut absolument surveiller et essayer de comprendre ce qui se passe. D'avoir recours à ce genre d'expédition, c'est que voilà, eux ils partent qu'à deux, ils ont les capacités à aller dans des endroits qui sont inaccessibles et qui auraient été extrêmement difficiles d'accès pour nous. Il aurait fallu qu'on aille dans des bases avec des motos des neiges, qu'on aille en hélico, ou, voilà, ça aurait été une empreinte carbone terrible. Le fait que ce soit une expédition propre nous permet de faire de la science propre. Merci. En règle générale, bon, tout dépend le nombre de sports, etc. qu'on fait, mais c'est entre 2000 et 2500 calories par jour qu'on mange habituellement quand on est dans un endroit chaud et au sec. Du coup, ici, c'est 2 à 3 fois plus. Au minimum, il faut manger 6000 calories par jour à cause du froid et de l'exercice. Elle passe bien comme ça. Je trouve qu'en état solide, c'est un peu moins... Enfin, c'est beaucoup plus barre énergétique, c'est moins écœurant quand c'était de la pâte, quand il faisait trop chaud. Je trouvais ça plus difficile à avaler en grande quantité. Là, ça se mange vraiment nickel, quoi. Moi, je crois que ça se mange mieux, ouais. C'est vrai. Moi, j'aime bien. Par contre, faut pas se péter une dent. Hein. Non. Elle est dure. Non, elle est bonne. Après 5 mois de ça, je sais pas.
ce sera différent. On a essayé de faire des rations qui sont pas trop lourdes parce qu'on avait beaucoup à prendre, qui sont très calorifiques parce qu'il faut manger beaucoup, en termes de calories en tout cas, qu'on ingurgite à cause du froid et de l'effort physique. Et en plus de ça, qui soit simple à faire le soir, qui ne demande pas trop de temps. Je crois que j'ai déjà bouffé la moitié de ma barre, quoi. C'est marrant, hein, tu vois tous les petits constituants. Quinoa, chocolat, noisettes, canneberge, purée d'amande. Il n'y a rien à faire, il y aura quand même un manque au niveau supplémentation parce qu'il n'y a vraiment pas de légumes et pas de fruits. Nous, on va prendre des compléments alimentaires qui vont nous permettre d'avoir cet apport en vitamines et minéraux efficacement. Ça a l'air bien casse-gueule et ça a l'air bien cravassé. Yes, il va falloir être prudent. On va y aller mollo. Faut vraiment repiquer presque vers le nord, là, maintenant. Hop. Doucement, doucement. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ça va, vas-y doucement. Ok. Face à cette étendue, on se rend compte qu'on est très petit et très vulnérable. C'est un moment magique que je me suis permis de vivre en tout cas et qui est super chouette à contempler. Malgré l'extrême de la chose, c'est finalement très simple et très beau. Les plus vieilles glaces au Groenland ont 110 000 ans. Et donc c'est assez fantastique de se balader sur un glacier qui est si vieux. On a l'impression que c'est monotone, mais en fait, ici, ça fait 3 jours qu'on se balade dans un décor qui est beaucoup plus varié que ce qu'on pourrait imaginer. Et moi, je trouve ça vraiment magique. Le fait d'avoir les skis comme ça sur les côtés, ils arrêtent pas de se prendre les obstacles et là, ils... Oh putain, j'ai cassé mon ski. Quoi? Putain, vieux. Ah ouais, si je perds ma pale avant, le ski va s'enfoncer dans la neige à l'avant sans cesse, quoi. Je vais pas avancer, ça va être horrible. Ah putain. Ça va être mieux ici. On va être nickel, là. Ouais. Avec la vue. Au moins, demain matin, on commence un peu plus tranquille. Je crois que ça va être plus tranquille. Aujourd'hui, c'était sûrement plus dur. Après une journée avec entre 20 et 30 km de parcouru, il faut installer le campement qui est difficile dans les conditions de froid. Donc du coup, les choses simples deviennent compliquées. Hop là. Okay.
Quand tu peux sortir dehors et faire tes exercices, et un peu te bouger ou quoi, c'est cool. Mais là, en fait, tu peux pas. Quand tu t'arrêtes de marcher, tu rentres direct dans ta tente et tu restes dans ta tente, il fait trop froid. Donc plus avoir ce confort de pouvoir t'asseoir correctement, c'est aussi assez dérangeant. T'es toujours un peu en tailleur, moi qui est un peu bossu, c'est un peu pas confortable et c'est un peu le manque de confort. Ah Jules, j'arrive vraiment pas avec le tien. Tiens, fais-le un peu. Ah, c'est parce que t'es gaucher et je suis droitier. Je sais pas. Chaque petit mouvement du quotidien est rallongé à la fois dans le temps et dans la difficulté de l'exécution. Allez mon petit. Ah, finally. Ah, enfin. Ouais, ça va, ça va. J'ai eu le frangin au téléphone ce matin. Je m'inquiétais un peu parce que ça faisait 3 jours que j'arrivais pas à le joindre. Ah. Et puis, en fait, il est hospitalisé depuis son dernier traitement. Enfin voilà, c'est moins bien passé depuis Ah merde. la dernière chimio. Ah, c'est un peu bizarre d'être ici quand il a besoin de nous, quoi. Ouais, oui, c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr, mais il sait que t'es en pensée avec. Je crois que lui, ça le frustrerait et énerverait plus qu'autre chose que tu sois avec lui et pas dans ton expé. Parce que voilà, ça fait tellement longtemps que tu le prépares. Ouais. Quand on sera sur l'Inland 6, donc la grande calotte de glace du Groenland, tout ce qu'on verra, c'est un horizon blanc, quoi. Donc le bleu du ciel et puis une grande ligne blanche à l'horizon. C'est ça. Ça va? On va toujours plein est? Ouais, on est bon là. Ouais. On est cap sud-sud-est pour le Daitou, donc toujours notre 112 degrés. Ok, cool. Bon, on voit que dalle, mais c'est parfait. Daitou! Montre-moi. Apparemment, l'entier est au nord. C'est un peu dur. Putain, mais cet endroit fout les boules. Cage ascenseur. Rappelle-moi ce qu'il faisait ici. Si je me souviens bien, les Américains avaient établi un centre ici cette station, pendant la guerre froide, qui était une station radar pour déjouer les missiles russes.
Énorme. Ah, c'est dingue. On est au milieu de l'Inland 6 et il y a de la moquette. Ah, c'est dingue, quoi. C'est une vieille chambre. T'imagines qu'ils ont amené tout ça ici et qu'il y a 100 personnes qui ont vécu dans cet endroit. Ici, on dirait que y a quelques aventuriers explorateurs qui ont cherché à se mettre bien. À séjourner. Et Dixie. Dixie? Ouais. C'est le voyage juste avant qu'il Décède. Enfin, c'est le voyage. C'est le voyage. Dixie. Ouais. Dixie est décédé beaucoup trop tôt, ça c'est sûr. Il n'a pas eu de chance. Mauvais moment, mauvais endroit. Ça n'a pas vraiment remis en question l'expédition en soi. Et je ne vais pas laisser la peur m'empêcher de la vivre. Ah, c'est dingue, il y a encore des œufs, des haricots, des petits pois. Ah, dingue! Les explorateurs de tout temps ont toujours été des gens qui cherchaient des réponses. Et en fait, avant, les explorateurs, c'était les scientifiques. Ajouter tout ce panel scientifique à notre expédition ici, c'est un petit peu mon rêve de gosse. On se rend compte qu'on peut faire de la science, de la vraie science, avec très peu de moyens financiers et un impact écologique très très faible. Et ça, c'est assez intéressant. On prélève des échantillons de neige. Ça se fait simplement en mettant de la neige dans des bouteilles, voilà. Mais au-delà de ça, la technicité, c'est que ces échantillons de neige ne peuvent pas être contaminés. Alors là, on va mettre une combi qui va permettre d'éviter de contaminer les échantillons de neige. Ces prélèvements de neige, c'est pour l'Université libre de Bruxelles, qui en fait s'intéresse aux poussières présentes dans cette neige. Gilles et Nathan font un travail absolument fabuleux pour nous. Il aurait été impossible en fait d'aller nous-mêmes sur la glace et faire ce type d'échantillonnage. C'est absolument impossible. Dans le Groenland, on s'est aperçu qu'il y avait une zone qui était très sombre au niveau des imageries satellitaires. Et on a vu qu'un des processus qui faisait que cette zone devenait de plus en plus sombre, eh bien, c'était les croissances algaires. Cette tâche, elle est vraiment énorme. On est à peu près sur la même taille que la Belgique. Ce qui nous intéresse dans le cadre de Nanox, c'est de comprendre un peu l'influence des poussières, des dépositions atmosphériques qui gouvernent leur croissance. Ils sont générés par le transport, par la combustion, par le chauffage. Maintenant, on imagine le même phénomène, un dépôt de poussière sur une calotte glaciaire. En fait, ça va amener, si vous voulez, le carburant pour la croissance algaire. Le problème, c'est que cette croissance algaire dans les océans, c'est juste des algues qui poussent. On va dire c'est le cycle naturel des choses. Sur une calotte glaciaire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette calotte, cette surface, elle est plus blanche, elle est un petit peu moins blanche. Et c'est-à-dire qu'elle va capter un petit peu plus d'énergie venant du soleil. Et donc ça va la réchauffer. Et quand on a de la glace qui se réchauffe, en fait, ça fond. Et quand ça fond, ça fond de plus en plus rapidement. Et donc, on active l'élévation du niveau des mers. Et en même temps, on dégage des zones qui vont pouvoir générer des poussières. Et donc, on rentre dans ce cycle, on va dire, vicieux, de plus de poussière, plus de fonte, retrait des glaciers, plus de poussière encore, et ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu le problème. C'est lié à l'élévation aussi du niveau de la mer. Si on a toute la calotte glaciaire du Groenland qui se met à fondre, ça représente une élévation de plusieurs mètres du niveau de la mer. Donc c'est pas anodin, quoi.
Pour nous, ces échantillons de neige, c'est des échantillons qui sont uniques. La traversée de l'Inland 6 avec Nathan, on l'a sans doute un petit peu sous-estimée. Ce challenge mental d'être vraiment dans ce grand blanc, ça et un peu l'aspect de la monotonie et de l'ennui parfois aussi. Encore mal au dos, quoi. Ouais, là, ça me lance un peu dans la jambe, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais. Il va bien, quoi. C'est à cause des premiers jours, quoi. Ouais, les premiers jours dans toutes les bosses, là, m'ont bien démarré, ont bien démarré la douleur. Ouais. Bon, ça va aller, ça va aller. Et au pire des cas, on prend un jour de repos pour que tu te retapes, quoi. Connaissant Nathan, je sais que tous les jours ou presque, il sera devant moi, quoi. Et il sera plus au taquet que moi, et il sera plus rapide que moi. J'ai essayé de prendre un peu plus de poids dans ma poulka et peut-être que je vais encore en prendre pour l'épargner, mais je vois derrière que ça marche ralenti et donc du coup je vois que physiquement vraiment il donne tout, quoi. Et donc à un moment je sais pas si ça a craqué ou pas. Il se montre très patient, très compréhensif. C'est clair que lui pourrait aller plus vite. Il me le fait jamais remarquer de façon négative et donc ça me permet de continuer. Il y a un moment, le corps de Gilles suivait plus et il avait beau donner à fond, le corps voulait plus, quoi. Je devais prendre le rythme de Gilles et c'était un rythme qui n'était pas suffisant pour faire les kilomètres qu'on devait faire. Je suis vraiment naze, quoi. Je suis vraiment très fatigué. Nathan l'a vraiment bien senti et il a commencé à monter le campement. Il n'y a rien à faire, les nuits, tu récupères, mais tu récupères jamais autant que ce que tu as dépensé. Et donc de jour en jour, il y a l'horloge qui tourne, il y a le corps les réserves qui se vident. Donc voilà, on a mis des plus longues journées, on a des journées de 10 heures au lieu de 8, parce qu'on avance moins vite. Et donc on essaye de faire au maximum. Il y a toujours un nouveau challenge qui arrive, il y a toujours un défi. C'est soit la neige qui glisse pas, soit il y a des bosses, soit il y a des espèces d'obstacles dans la neige qui font qu'on se prend des coups dans les reins à chaque pas. Toujours le même. Ce qui est très particulier sur l'Inland 6, c'est que c'est vraiment ce vide de contraste, de tout changement. La seule chose qui vient changer le paysage ou les sensations, c'est la météo. Et en général, quand ça change, c'est pour le pire. L'Inland 6, c'est un endroit où rien ni personne ne vit. Nous, petits humains, on est bien remis à notre place. Ça donne de l'humilité, en fait.
malheureusement, mon oreille a gelé. Mais on voit bien qu'il y a une grosse cloque ici qui apparaît. Elle a déjà bien dégonflé, mais elle était bien plus grosse. Parfois on se dit qu'on va pas réussir, on recalcule 1 million de fois dans notre tête combien de kilomètres on devrait faire. On va devoir rationner, qu'est-ce qu'il faut rationner? Il y a un jour où Gilles était encore plus lent que d'habitude, il était plus fatigué à la première pause, donc ça se dégradait. L'échec, je le conçois pas vraiment. L'expédition Nanook, c'est 3 expéditions en une grosse expédition, quoi. Si tu te tues sur la première partie, les 2 autres, elles valent quoi? Alors, faut pas se leurrer, on va pas y arriver. Il fallait prendre une décision, et je pense que ni Gilles ni moi voulaient la prendre ou l'admettre. Et on arrivait à la conclusion que c'était beaucoup plus sage d'écourter. Je suis très frustré et déçu de moi-même. Mais je suis aussi désolé pour Nathan parce que je me dis, si ça tenait qu'à lui quelque part, il pourrait remplir le contrat, quoi. Je savais que ce voyage, ça allait être plus un voyage intérieur. C'est une longue expédition et c'est pas fini. Ça a un côté très frustrant de se dire que rien à faire, l'instigateur de ce projet à la base, c'est moi. Et puis aujourd'hui, je suis le frein à son accomplissement. Finalement, est-ce que c'était vraiment un échec? Est-ce qu'il fallait dire que c'est un échec? Pour moi, au final, non. À niveau personnel, j'en avais appris énormément et donc pour moi, c'était plus le challenge sportif qui prenait le dessus sur tout. Au soit la traversée, on a fait 500 km, elle est faite la traversée. On a traversé l'Union 6. Qu'est-ce que c'est de finir à un point A ou un point B? Et Lou? Ouais. Il y a une grosse mauvaise nouvelle là. Le gouvernement de Groenland, ils ont dit il faut un permis au final pour le kayak. Mais quoi, ils se gourrent? Enfin, ils nous ont dit il y a 5 mois qu'il fallait pas de permis. Enfin, de ce que j'ai compris, on a un peu
Enfin, je sais pas trop quoi faire parce que Le gouvernement du Groenland fait volte-face, reconnaît sa faute, mais nous dit qu'on ne peut pas y aller. On ne peut pas faire l'expédition qu'on a prévue depuis 4 ans. Soit on fait pas notre expé, soit on l'a fait, mais on est hors la loi ou quoi? Alors la première réaction, c'est un petit peu le déni. On se dit, on les envoie bouler. On va y aller quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce fichu papier? Prendre le kayak et on y va. ça c'est la première option. La deuxième option, on change notre expédition quai. On réfléchit, on relativise et puis on se dit, partir sans permis, c'est en fait partir sans assurance. Et ça veut dire qu'au moindre pépin, on est dans la merde. Bon, voyons voir un peu ce qu'on peut faire. Le sud, faut rester à l'intérieur des terres. Ouais. Je sais que là, c'est un peu protégé, mais... Réorganiser une expé en peu de temps, c'est déjà très compliqué. Mais alors, en peu de temps, dans un petit village paumé sur la côte est du Groenland avec presque pas de réseau, c'est mission impossible. Mais là, ici, il y a moyen de passer les îles. Il va falloir faire attention parce qu'on a ici les vents dominants de l'Atlantique. On a dû passer des nuits sur nos ordis et sur nos cartes et sur notre téléphone à faire des coups de fil incessants. Si après on peut repasser par là. Mais finalement, on y a réussi à recréer une expé en 10 jours. Bon, heureusement, on y arrive. On a déjà déterminé un chouette parcours, donc ça, c'est cool. Enfin, je pense qu'on fait la bonne décision. Partir dans le sud, le nouveau plan, vu le permis et les nouvelles qu'on a eues. On n'a pas le choix, de toute façon. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix, je crois que c'est une bonne façon de se réinventer. Le sud, ça va être splendide. Extraordinaire, bien challengeant. En soi, c'est la même expé, donc c'est cool, quoi. Puis avec le peu de temps qu'on a eu, je pense qu'on a réussi à remettre sur pied une chouette expé. Vu que les scientifiques ont besoin d'échantillons, un maximum d'échantillons ici sur la côte est, je me disais on ferait bien un voyage d'1 semaine ici, avec les kayaks. On récolte un max d'échantillons et puis on continue l'aventure dans le sud, quoi. C'est une bonne idée. Après, vu la glace, ça va être quand même physique. En kayak, on va être confronté à l'eau sous ses différentes formes et les challenges qu'elle peut représenter. La mer, d'abord, peut être très agitée. Évidemment, en kayak, on est tout petit sur une embarcation, une petite coquille de noix qui flotte à la surface d'un océan. Voilà, il va falloir encore trouver l'énergie et le peps pour arriver à enchaîner ces kilomètres. C'est une région qui est très peu explorée, parce que très peu de gens s'y aventurent. Ce sera certes un peu moins de kilomètres, mais je pense que l'ensemble est une expédition à la hauteur de l'expédition kayak qu'on voulait faire. On avance bien, je pense, non? Ouais, on a fait combien Tu as 24 km. 24 on est bon, hein. Ouais. On continue pour la demi-heure ou l'heure. Ouais, ok. Alors dans le kayak, il y aura différents challenges qui seront fort différents de la traversée polaire. Parfois, il va falloir pousser les bouts de glace pour passer. Parfois, il va falloir passer sur la banquise. Ça va être un challenge en soi. Je pense que notre progression sera déterminée par la météo en général, surtout le vent et les conditions de mer, donc la houle, etc. L'eau est à 2-3 degrés, on n'a pas trop le droit de tomber, il faudrait être très vigilant. Aujourd'hui, dans le monde, ça devient difficile de réellement circuler librement. Et c'est clair qu'en tant qu'aventurier ou explorateur, c'est quelque chose qu'on recherche. Trouver des endroits où on a encore cette liberté d'avancer sans contrainte, d'avancer sans rendre des comptes, sans devoir sortir toute une panoplie de papiers.
L'aventurier, c'est quelqu'un qui cherche à vivre des aventures, il se fixe des challenges sportifs ou autres, ça s'arrête là. L'explorateur, il cherche des réponses, et dans ce sens, c'est vraiment un chercheur, au même titre que les scientifiques. On voulait savoir s'il y avait un passage au nord-ouest du Canada, ou ce que c'était le pôle Nord et le pôle Sud, à quoi ça ressemblait. C'est bon, ça. C'est ça la différence entre un aventurier et un explorateur. Avec la démarche de questionnement, dans l'exploration, vient forcément l'aventure parce qu'il y a tous les aléas auxquels on peut être confronté dans des endroits comme ceci. Ah, malade! C'est un igloo? Il y a des igloos en terre, comme ça? Non, en fait, traditionnellement, 80% du temps, quand les Inuits pouvaient construire un igloo en pierre et en tourbe, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. C'était plus solide, c'était plus pérenne. Ah, c'est dingue! Ah ben voilà. Non. T'imagines qu'il y a peut-être 50, 60 ans, il y a des gars qui vivaient là? Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Bah, c'est impressionnant de voir ça parce qu'il y en a plus beaucoup des comme ça. Mais celui-ci est énorme, hein. Ici, il devait y avoir une bonne dizaine de personnes dans cet igloo. C'était des communautés, des villages, entre guillemets. T'as un ou deux igloos, peut-être 2-3 familles, quoi. La consanguinité n'était pas, a priori, pas permis, enfin pas tolérée, en tout cas à la vue et à l'œil de tous. Et donc, ils avaient une tradition. C'était une fois par an, une fois par hiver, ils éteignaient cette fameuse petite bougie qui était la seule source de lumière dans l'igloo. Et là, il faisait tout noir. Et ils n'avaient pas le droit de dire un mot. Et donc là, tout le monde couchait avec qui il voulait. Mais tu n'avais pas le droit d'échanger. Donc techniquement, tu ne savais pas avec qui tu couchais. Mais ça pouvait être ta sœur, ta mère. C'était une tradition et ça permettait d'assurer un peu une tournante autant que possible au sein de la communauté, quoi. Donc ils avaient plein d'histoires. Ils avaient des histoires sur les aurores boréales, ils avaient des histoires avec toute leur espèce tout plein de... C'est le chamanisme ici, donc ils avaient tout plein de croyances. Ils avaient plein d'histoires comme ça assez dingues. Et alors il y en avait une, c'était justement une de ces fameuses nuits, de ces fameuses 24 heures sans lumière. Il y avait eu un homme qui avait eu un rapport avec une femme. Et puis, il en était tombé éperdument amoureux. Et ils n'avaient pas pu échanger. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient trempé leurs doigts dans la graisse de phoque, noircie par la cendre. Et ils s'étaient marqués l'un l'autre. Et donc, quand ils ont rallumé la lumière, quand ils ont rallumé la bougie, ils ont pu se reconnaître. Et en fait, c'était un frère et sa sœur, quoi. Elle avait des longs cheveux, et ces longs cheveux sont défaits, ils sont passés au-dessus de la bougie et ils ont pris feu. Et puis, du coup, elle avait les cheveux en feu. Et elle est sortie de l'igloo en courant, et c'était pendant l'hiver encore. Et alors, elle a commencé à tourner autour de l'igloo, et le frère, lui,
la poursuivait. Et du coup, de l'intérieur de l'igloo, ce que les gens voyaient, la fille avec les cheveux en feu et l'homme obscur, sombre. C'est comme ça qu'ils expliquent la poursuite du soleil et de la lune qui se poursuivent éternellement sans jamais se rencontrer, quoi. Ok. Et c'était un petit peu leur petite histoire pour raconter ça. Une petite soupe, des montagnes, des icebergs, peu de choses. Quand tu débutes, c'est un peu magique, féerique. C'est des paysages qui sortent de l'ordinaire, c'est incroyable. Mais tu commences à énormément penser à plein de choses. Et je pense qu'il y a un travail psychologique qui commence à rentrer dans le jeu, quoi. Ma mère, c'était une super maman. Elle nous a super bien éduqués. Elle a fait plein de trucs qui étaient géniaux. Et puis vraiment, elle n'a pas eu de bol de contracter cette maladie-là. Et ça a fait ce qu'elle est devenue. Même aujourd'hui, là. Elle est atteinte de la maladie de Pick, donc c'est un dérivé d'Alzheimer. Donc ça touche juste la partie droite du cerveau. En 15 ans, on a vu passer des choses, on a vu passer des stades. Hein. C'est des stades d'évolution à cette maladie. Donc tu la vois se dégrader petit à petit. Et à un moment, ben voilà, tu fais le switch parce que tu sais que ça sans peine perdue, ça va pas revenir. C'est une maladie incurable. Si elle doit partir au moment où je serai en expédition, ben, c'est que c'était le moment qu'elle parte. Et je serais même content et rassuré pour elle qu'elle parte au final parce que je crois qu'on a beaucoup souffert et c'est tellement compliqué que ouais, si on peut abréger, pour moi c'est pas un état où tu as envie de vivre de toute manière. Donc voilà, c'est ma manière de penser. Hein. Ça peut paraître égoïste, mais je suis peut-être un peu froid, mais c'est parce que je prends du recul et que pour moi, ben voilà, je retiens plutôt ma maman d'avant que ma maman actuelle, qui pour moi n'est plus ma mère. C'est vraiment pas de bol, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, putain, il faut profiter de la vie, il faut vivre au jour le jour, quoi. Parce que finalement, ces choses-là, tu les contrôles pas et ça peut arriver à n'importe qui. Pour la partie kayak de mer, on a accepté avec Nathan de faire des prélèvements d'eau de rivière, des rivières qui proviennent de la fonte des glaciers de l'Inland 6 pour l'UCL. Voilà la rivière qu'on est censé remonter.
pour aller prendre les échantillons de Sophie et Steve. C'est parti pour la science. Ok. Bon. Ce que Nanook va faire pour nous, c'est prélever des eaux à proximité de la calotte, aux endroits où les poussières sont libérées, et puis de plus en plus loin de la calotte pour pouvoir se rendre compte de l'influence du dégel sur les quantités de nutriments qui sont libérés dans ces eaux. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un échantillon ici et un échantillon plus haut. Comme elle disait, c'était intéressant de prendre deux endroits différents et surtout plus haut près du glacier. Donc on pourrait faire ça. Sur la même rivière. Ouais, yes, nickel. La raison pour laquelle on s'intéresse à ce dégel, c'est qu'il faut savoir que dans ces régions polaires, la Terre se réchauffe 2 à 3 fois plus rapidement que la moyenne globale. Et ça engendre un dégel plus profond des sols. Et il contient des éléments minéraux, du carbone organique. Et ici, le fait qu'il rentre en contact avec de l'eau, en fait, ça déclenche une série de réactions, d'interactions avec des micro-organismes. Donc l'influence de ces éléments nutritifs, ça va être sur la végétation, sur les algues. Ça va être en fait une source, un réservoir de nutriments qui deviennent disponibles en raison du dégel et qui normalement ne sont pas disponibles dans ces environnements-là. Donc c'est comme un boost pour ces écosystèmes à très court terme. Le problème de ça, c'est que ça va déclencher une série de réactions dans les écosystèmes qui sont normalement mis au ralenti dans ces régions polaires. Je crois que c'est bon pour celui-ci. Hein. Ouais. Bon, du coup, on va faire le deuxième. On va 200 mètres plus haut ou... Ouais, on va essayer d'aller un peu plus haut. Hein. Ok. L'intérêt de s'intéresser à des systèmes aussi jeunes, c'est qu'il faut voir ça comme un nouveau-né au sens géologique. C'est des systèmes qui viennent d'être dégelés et auxquels on s'intéresse dans les tout premiers stades du dégel. On s'intéresse à une libération qui, normalement, à une échelle humaine, on n'aurait pas dû pouvoir constater ça. Mais ici, le phénomène est plus rapide que ce qu'on anticipe. Et donc, c'est important d'aller recueillir des informations vraiment au cœur de ces systèmes qui sont à la base du dégel pour comprendre l'influence sur les écosystèmes. Alors, le Groenland est intéressant à étudier parce que c'est une région dans laquelle on a extrêmement peu de données. Donc, venir compléter avec des informations sur ce continent qui est extrêmement peu caractérisé, c'est essentiel si on veut avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe en Arctique. Et dans leur démarche, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait, ils ont vraiment cette volonté de servir la science et de savoir en quoi leur passage par là peut contribuer d'une certaine façon. Ils ont un rôle de pionnier, en fait, vraiment de collecter des données dans des régions où on n'a pas d'informations. J'admire effectivement qu'ils puissent consacrer du temps comme ça et être concentrés pour faire toutes ces mesures. Là, on est ici. Ouais, mais donc il y a tout ça. Ouais, il y a beaucoup. Là, il y a ouais, mais 30 km jusqu'à la fin du fjord. quelque chose comme ça, ouais.
Puis là, à droite, on voit la calotte glaciaire. Hein. Ouais. C'est dingue, ça. C'est là d'où on vient. Hein. Il y a quoi? Il y a un petit mois? T'as vu les montagnes là-bas? Pouah. Complètement dingue. Elle est énorme, hein? Ouais. Il fait. Quoi, c'est un immeuble presque? Enfin, c'est Ouais. grand. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que t'as genre quoi? 1/5 de la hauteur qui dépasse de l'eau, mais les 4/5 sont en dessous, quoi. Ah ouais. Donc je crois que c'est 9/10 du volume est en dessous. Mais du coup, vu que c'est un volume, bah, plutôt Ouais, 1/5 en termes de hauteur. C'est dingue. ça doit pas être petit, quoi. Il y avait une règle qu'on essaierait de respecter dans le sud, qui était tu regardes la hauteur de l'iceberg, tu calcules ce qui reste, donc 3/4 de cette hauteur, tu dois rester à cette distance-là, quoi. Sans quoi, s'il se retourne, ben, t'es pris avec. Bon, on ferait notre première nuit sur la banquise ou quoi? À fond, ça va être marrant. Et on peut profiter de la houle parce qu'elle a l'air d'aller dans notre sens et donc gagner des Exactement. kilomètres sans rien faire, quoi. Profiter du courant. Ça fait bizarre de remettre la tente sur la glace. C'est vrai, ça. Oh, on va être bien, dit. Ah, on va être royal. C'est très particulier quand on se demande qu'est-ce que je fous là, quelle chance d'y être. Et aujourd'hui, là, sur Terre, il n'y a que moi qui le vois, ce spectacle, et je l'ai mérité. Mais ce glacier est énorme, c'est gigantesque. On va aller voir ce mastodonte, hein. Bah ouais. Ce qui est très particulier ici au Groenland, c'est ces icebergs qui peuvent être grands comme des gratte-ciel. C'est faramineux, quoi. On est vraiment tout petit en kayak.
L'eau, c'est quand même cet élément surprenant avec toutes les formes qu'elle peut adopter. L'eau liquide, la glace, la neige. J'ai toujours trouvé que la neige, ça drapait les paysages de quelque chose d'incroyablement paisible, serein. L'eau, de façon générale, ça représente pour moi une espèce de cycle constant, infini. Le renouvellement, la vie, la mort. Si on regarde l'univers dans son entièreté, le fait d'avoir de l'eau sur Terre, c'est un cadeau unique. Et c'est quelque chose qui a permis la vie, très clairement. Ici, dans le fjord de Tazermute, on appelle cette partie-ci la petite Patagonie du Groenland. J'avais dans le coin de ma tête une imagination de comment était l'endroit. J'avoue que j'ai été plus qu'agréablement surpris par ce petit paradis. Quand tu arrives ici, tu es juste estomaqué. Tout est gigantesque, mais tout paraît très proche. Alors la partie grimpe, c'est une partie qu'on attendait avec impatience. On était d'abord à l'emprise du froid. Sur l'Inland 6, ton corps y subit. Et surtout les extrémités, donc les pieds et les mains, qui sont les membres importants pour grimper. Puis après, il y a eu le kayak qui a aussi fait subir énormément aux doigts. Et puis on est arrivé ici avec une certaine fatigue mentale, physique aussi. Vu qu'on avait envie d'ouvrir vraiment un big wall, donc une grande paroi sur laquelle tu dois dormir pour arriver au sommet, quoi. On a acheté notre dévolu sur une ligne qui nous a tous les deux tapé dans l'œil. Nalumessertok, qui est vraiment une paroi mythique, très verticale. C'est une sorte de livre ouvert. C'est une paroi impressionnante parce qu'elle est très large et quand même assez haute. Le plus haut point, c'est 700 mètres. Ce qu'on recherche, un beau système de fissures dans une face qui n'a pas encore été ouverte, pas encore été explorée. On a vu une ligne dans la reliure du livre, donc dans la partie centrale. Il y a beaucoup de fissures qui se rejoignent. C'est vraiment un labyrinthe de fissures. Ça te permet d'avoir beaucoup de possibilités, mais aussi d'être vite calé si tu ne trouves pas ton bon chemin.
C'est bien ça, non? Plein milieu. On avait un bon petit plan en arrivant, mais la clé, comme pour beaucoup de choses dans cette expédition, c'est de prendre le temps. Et là, on part à droite sur ma longueur avec la traversée. Hein. Là, c'est traversée, off-whit, main, doigt. On est bon, on est vissé. Vas-y! Je suis quelqu'un qui a commencé la grimpe il y a 7 ans maintenant. Je suis tombé amoureux de ces grimpes que moi j'appelle la grimpe à l'état pur, la grimpe traditionnelle, en s'aidant que de ses mains et en se protégeant de manière naturelle. La roche d'ici, dans le sud du Groenland, c'est principalement du granit. Et donc le granit, c'est une roche très compacte, une des plus dures qu'on peut retrouver quand on fait de la grimpe. Ouais. C'est joli. On grimpe sur des coinceurs, des friends, donc des protections amovibles, des protections qu'on met soi-même. Ce qui est assez curieux avec ces protections, c'est que tu la mets en tirant sur une petite gâchette et tu l'enlèves en un mouvement, quoi. Quelque part, c'est tellement facile à enlever. Après, tu mets tout ton poids dessus. Et donc là, on a vraiment la vie de 2 personnes sur 3 petits systèmes mécaniques, 3 trucs qu'on a mis comme ça à la main dans le rocher. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son matériel, il faut vraiment avoir confiance en l'autre. Et là plus... Ah, mais là plus haut, il y a une vraie terrasse, en fait. Une vraie de vraie. Oui, j'y vais. On fixe des cordes pour pouvoir monter et descendre sur la paroi. Ce sont des cordes statiques qui font 11 mm, donc qui sont quand même bien épaisses et solides. Maintenant, tu as un bon bord tranchant et une corde qui frotte, bah, ça peut couper une corde. C'est une belle preuve de confiance qu'il faut faire avec son partenaire. C'est sûr qu'il faut avoir 100% confiance en son partenaire. Et puis 100% confiance en soi aussi. C'est toi qui gères ta sécurité. Et si tu fais une erreur, ben, elle est fatale. Un portail, tu dois le sécuriser au maximum. On met ça sur des relais, donc c'est toujours 2 points béton qu'on a fait nous-mêmes. La première fois, on s'est peut-être posé la question, est-ce qu'on met bien les points? Mais à force de sauter sur le portail, il n'y avait plus de questions à se poser.
Honnêtement, quand tu arrives sur le Portaledge, tu te sens bien, quoi. En fait, tu oublies tout le reste. Je pense que beaucoup de gens vont pas vraiment comprendre ce que j'ai vécu. Vivre dans un cadre avec peu de choses et de manière simple, ça te permet d'apprécier beaucoup plus l'instant présent. Tu prends ton repas là, avec ton pote et t'es là, mais c'est le plus beau moment de ma vie. Enfin, c'est invraisemblable. Bah, soit on va ici à droite, et puis ouais, à moins de continuer sur cette fissure-là, faudra passer à gauche, donc faudra mettre un point. Soit je vais là. Il n'y a rien de la fissure qui est utilisable, quoi, pour l'instant. Faut tout nettoyer. Attention. La voie n'a jamais été grimpée, donc il faut un peu la nettoyer. Les chutes peuvent être fréquentes vu que c'est un terrain inconnu. Ici, en l'occurrence, l'hiver, il fait froid. Le froid, ça casse le rocher. Et c'est sûr qu'un secours là-haut, c'est compliqué. Donc, quand on grimpe en terrain d'aventure, une prise qui pète, un pied qui glisse, ou simplement le physique qui n'est pas là et on peut faire des mauvaises chutes, il faut pouvoir compter l'un sur l'autre avant de pouvoir compter sur des secours éventuels, quoi. Le problème, c'est que là, j'ai plus rien pour monter. Allez, t'inquiète. Allez. Souvent, c'est des coins, et donc tu sais pas s'il y a une fissure là où tu vas, et donc tu t'engages sans trop de sécurité que tu peux placer, et en te disant, bon, j'espère que là où je vais trouver une autre fissure, parce que sinon, je sais pas faire demi-tour en arrière et je vais me prendre une grosse chute. La voie qu'on a ouverte avec Nathan fait en gros 550 mètres. 550 mètres de grimpe, très verticale, légèrement déversant sur une bonne partie de la voie. On a grimpé dans la reliure du livre, on a quelque part écrit un peu une page de l'histoire de l'alpinisme au Groenland. On restait un peu sur notre faim, même si on était très content de l'île Nancy, on a été content du kayak aussi, mais en tout cas, pour ma part, j'attendais beaucoup de cette partie-ci, encore plus à cause de ça. La grimpe, c'est ce dans quoi on s'est entraîné le plus. C'est un gros kiff pour Nathan et moi.
ça craque. La progression a été très lente, mais je crois qu'avec Nathan, on a pu être assez suffisamment stratégique pour progresser lentement, mais sûrement. Ça, c'est de la grave. Le cœur n'est pas habitué quand même. Là, je mets des points, je mets des trucs papillons, là. Je mets des genoux. Mais c'est bon. Honnêtement, c'est bon. De voir ça comme ça a l'air d'être la dernière partie dure. Cette dernière étape aura permis à Nathan et moi de nous ressouder avec cette confiance qui est essentielle dans un projet d'ouverture comme celle-là. À faire vraiment ce qu'on aime. Oh là là. On a été au-dessus de nos attentes en termes d'ouverture, quoi. On a vraiment ouvert, je crois, une très belle voie. Dure, exigeante, mais belle, engageante. Et c'est tout ce que moi je recherchais. C'est ce qui fait qu'on se dit que Nanook, là, est 100% réussi. On l'a fait! On l'a fait, putain. Le Nalou! On est au sommet! C'est vraiment une manière de terminer en toute beauté et d'être fier de nous. C'est génial. Cette troisième étape d'accompli, je dois dire, nous apporte beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. Vu tout le travail, les années de sacrifice pour ce projet. On est enchantés. Ils ont vraiment réalisé ce qu'on souhaitait. Ils ont checké toutes les boxes du contrat. On leur a demandé beaucoup. C'est de faire les exploits et en plus, une fois la journée terminée, de faire des expériences, de checker que tout le matériel va bien et ainsi de suite. Donc c'était vraiment un gros défi pour eux, je pense. On a des échantillons qu'on va pouvoir analyser pour les prochaines années. Durant ces 4 mois, j'en ai appris énormément. J'ai découvert un pays incroyable. Je crois que je l'ai visité de la meilleure manière possible. Je crois que le mot d'ordre de l'expédition a été résilience. Pouvoir se réinventer chaque jour, pouvoir rebondir. On a accompli quelque chose de grand sur lequel on peut être fier et tout s'est bien passé en finale. Un beau finish pour Nanook. Moi, ce que j'espère, c'est que Gilles et Nathan puissent inspirer des jeunes et leur donner envie de contribuer pour mieux protéger notre planète. Et en soi, là, je trouve qu'ils sont vraiment porteurs d'un magnifique message. Je crois que les temps sont presque passés où on part pour aller
mettre pied sur un petit coin de la Terre où personne n'a été. Pour Nathan Gilles, c'est toujours une expérience sur le plan individuel. L'immersion dans la solitude pendant une expé est quand même au moins à 80% un exercice sur le plan mental. Oh, génial. Je pense qu'il a fait toute la traversée du Groenland, quoi. C'est assez vivant. Il n'y a plus qu'à analyser tout ça, mais ça va être du boulot.